Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. C'est moi-même Michael Rahman et aujourd'hui on va faire une émission spéciale. On va parler d'un artiste exceptionnel. Pour cette émission, j'ai décidé d'inviter un pote, donc je le laisse se présenter. Ouais, tout d'abord merci pour l'invitation. Et donc Antoine Fournier, je suis journaliste chez Backpackers depuis 2016. Donc Backpackers qui est un média hip-hop français où on est totalement digital, totalement indépendant et ça a été créé il y a quelques années par un groupe de potes. Aujourd'hui on est devenu une grosse famille de passionnés où voilà, on essaie de diguer, de mettre en valeur des artistes et voilà, de proposer des dossiers, des chroniques, des podcasts, des événements physiques, des playlists. Il y en a un peu pour tout le monde. Ouais, donc en fait c'est ultra complet. Donc on vous encourage à aller sur Backpackers, à liker sur Facebook, sur Instagram et sur le site. Il y a vraiment de très belles chroniques, de très bons interviews. Et ça on le fait vraiment pour la culture. Et donc aujourd'hui on va parler de cet artiste méconnu du grand public entre guillemets on va dire, mais au niveau des connaisseurs quand même, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter pour eux. On va parler d'Evidence, aka Mr. Slow Flow, aka The Weatherman. Voilà, The Weatherman. Donc du coup cet artiste qui vient de Los Angeles, Californie, voilà, donc il représente la scène de la West Coast. Donc ce rappeur Evidence, l'idée c'est de savoir en fait comment on a découvert l'artiste, parce que c'est un rappeur qui a fait partie d'un groupe emblématique dans le hip-hop, sur la scène underground. C'est également un artiste qui a fait pas mal de productions et qui a beaucoup voyagé puisqu'il a fait énormément de tournées en France. Il a fait des dates en France, dans toute l'Europe. Et c'est aussi un artiste qui est très proche de ses fans. Sa notoriété, il l'a construit aussi à travers le fait que il soit resté intègre jusqu'au bout et qu'il n'a pas cherché à faire du mainstream. En fait, il a suivi à chaque fois ses propres choix. Et donc du coup, la première question que je voulais te poser, Antoine, c'est quelle était ta première découverte de Evidence? Alors moi c'est avec les Dilated déjà. Donc c'est vraiment sur l'album Expansion Team où je me suis pris Worst Come to Worst, etc. Les gros sons qui directement je me suis dit wow. Parce que je voyais ce groupe en fait qui arrivait, cette espèce d'alchimie où on reprenait vraiment l'essence même du hip-hop, on reprenait deux MC, un DJ, avec la construction qui faisait le succès des morceaux hip-hop au début, donc les scratchs dans le refrain, etc. Le son très chaud de LA avec les samples de soul qui te font bien hocher la nuque. Donc forcément j'ai continué à suivre le groupe et après forcément dès que The Weatherman est sorti son premier album solo, j'ai forcément écouté. Et voilà, après j'ai pu lâcher l'artiste depuis et suivi tous les albums, tous les projets. Et c'est vrai que je suis très très attaché à sa musique. Tu l'as tellement pas lâché que t'en as eu jusqu'à faire une interview de lui. C'est ça. Donc on en parlera vers la fin de la vidéo. Moi de mon côté, Evidence, je le découvre en 2004. Donc là on a, si on resitue le contexte, on va dire que c'est une année Kanye West. Sachant que là Kanye West il produit pour des artistes, donc des rappeurs, des chanteuses de R&B. Il produit pour énormément d'artistes. Il y a Black Album qui sort en 2003 où il fait des tracks aussi. Et Kanye West il décide de se lancer dans le rap avec College Dropout. Et Kanye West dans toutes ses productions, donc il y a eu du Slum Village, du Talib Kweli, du Scarface, il y a ce groupe Dilated Peoples qui passe à la télé. Donc qui passe directement sur un média grand public, c'était sur Trace TV et ça passait aussi sur MTV. Et puis il y avait le clip de This Way qui est du coup extrait de leur album Neighborhood Watch qui est sorti aussi en 2004. Et du coup moi je découvre Evidence à travers cette chanson, donc directement dans leur collectif Dilated Peoples et j'ai grave kiffé quoi, tu vois. L'instru, gros tube, l'instru, le refrain, tu vois ça faisait vraiment un côté peace. Le clip qui était très drôle, il y avait des apparitions d'Exhibit, il y avait John Legend qui apparaissait vers la fin, donc il y avait vraiment un côté très conscious hip-hop dans This Way. Et la même année du coup il y a Alchemist qui sort First Infantry, un gros classique parce qu'en fait c'est un album qui sort de nulle part, un beatmaker. Alchemist c'est surtout un beatmaker mais de temps en temps il rappe, mais globalement ce qu'on retient de cet album c'est énormément de feats, une touche musicale unique avec sa petite voix qui fait Alchemist à chaque fois. Et du coup toute la hype après, il y a eu l'album 2020 puis du coup The Weatherman qui était le solo de Evidence, c'est ça. Et donc Evidence c'est un rappeur qui vient de Los Angeles et ce qu'il faut savoir c'est que là en 2004-2005 je commence à découvrir le hip-hop, donc pour moi le rap West Coast c'est G-Funk, c'est Gangsta Rap, c'est NWA, c'est Dr. Dre, Snoop Dogg. Et puis Dilated People, je sais pas pour toi mais ils ont beaucoup de similitudes avec les rappeurs de la East Coast en fait. Ouais, c'était vraiment un peu à l'opposé du gangsta rap, c'est on essaie de se donner une image cool, un peu les gars vraiment tranquilles, qui font du son, qui parlent pas de gang, qui parlent pas d'armes, qui parlent pas spécialement de drogue ou de trafic ou quoi que ce soit, qui parlent pas de grosses voitures, qui parlent
pas de tout ça, de tous ces sujets-là qui étaient quand même traités dans le gangsta rap, et il n'y avait pas d'animosité avec l'autre côte non plus. C'était vraiment, on essayait de faire du son, on essayait de respecter le hip-hop et de le faire, de faire des morceaux chauds en fait qui parlaient aux gens. Tu le disais tout à l'heure avec ce schéma de un DJ et du coup un MC et aussi beatmaker Evidence. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la scène de la West Coast, il y a d'autres artistes, il y a Cypress Hill aussi qui traîne beaucoup avec les Delighted Peoples, et il y a plein d'autres rappeurs un peu underground, très underground même. Il y a les Planet Asia, il y a aussi les Defari qui avaient fait un morceau sur Dr. Dre 2001, il avait fait Some LA Niggas, donc mine de rien underground, mais qui est aussi appelé sur l'album de Dr. Dre. Et voilà, c'est toute cette scène très underground dans laquelle Evidence il évolue en fait. C'est ça, ouais. Il y avait un côté très local dans leur rap aussi, puisqu'ils ont vraiment à cœur de bosser avec les mecs de leur ville et des nouveaux talents en fin de compte. Et à côté de ça, aujourd'hui c'est un truc qu'Evidence fait encore, où il s'attelle à vraiment essayer de découvrir les nouveaux talents, d'essayer de produire pour eux, faire des feats avec eux, de lancer et tout, et c'est quelque chose qu'en fait il a jamais vraiment lâché. Exactement. Au contraire de certains artistes qui, à leur début, avaient vraiment ce côté proximité avec la communauté, proximité avec les personnes qui débutent aussi. Et puis à partir du moment où on sort son premier classique, si on prend comme exemple un autre artiste de la West Coast, on va dire Kendrick Lamar, quand tu vois Section 80, il y a une forme d'humilité dans sa manière de rapper, de dire les choses, de construire ses prods. Et quand tu compares avec Dem, là tu as vraiment un produit certes qui est mystérieux, mais qui a vraiment un côté beaucoup plus mainstream, tu vois. Ouais, il y a un gap qui a été passé. Il y a un gap qui est passé. Notamment même au niveau des productions, on sent quand même qu'on a gravi les échelons et que Kendrick arrive à quelque chose de très très abouti en fin de compte dans sa carrière. C'est un peu une sorte d'apogée pour lui. Après, effectivement, il perd peut-être ce côté un peu authentique. Il a un peu... La chose intéressante avec Kendrick, c'est qu'il a un peu un statut d'intouchable aujourd'hui. C'est ça. Dans l'écurie de TDE, en tout cas, c'est vraiment le monstre, c'est la personne à avoir en featuring. Et je pense que du coup, même lui, s'il reste dans ce personnage-là, il ne pourra pas se permettre d'aller faire un featuring avec un rappeur underground qui fait 300 vues sur YouTube. Voilà, exactement, je pense aussi. On va pas parler de Kendrick Lamar dans cette émission, mais dans Section 80, il ramène tous ses potes du TDE, et plus les albums avancent, et plus il sélectionne plus en fait tous ces rappeurs-là. Donc je pense qu'il y a un côté aussi, je veux prendre des risques, je veux toucher un public plus large. Donc dans mon album, faut pas qu'il y ait trop d'éléments un peu underground. Genre un Absol sur Dem, ça aurait pris tout son sens parce que c'est l'artiste où il y a le plus de contenu à dire, tellement il est large en fait. Absol. C'est moins facilement abordable pour le public. Donc du coup, pour revenir sur Evidence, Evidence il est donc né à Los Angeles en Californie. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui, là, il n'a pas vécu dans les quartiers chauds de Los Angeles, c'était pas Compton, c'était pas South Central, lui c'était Venice Beach. Donc Venice Beach c'est surtout connu pour sa plage, les skateboarders, les graffeurs. Et Evidence, il va d'abord commencer dans graffiti. C'est ça, sous le pseudonyme Vane. Voilà, Vane. Et c'est ça, en fait, il passe le plus clair de son enfance au final, il touche à la culture urbaine puisqu'il est à fond dans le graffiti. Et en fin de compte, de fil en aiguille, il rencontre le fils de Quincy Jones, QD3, qui était à l'époque quand même, qui a produit pour des Tupac, etc. Donc c'est costaud. Et qui devient un petit peu, quelque part, son mentor, qui lui dit, tiens, pourquoi tu ne lancerais pas dans le hip-hop, etc. Donc après, lui, il a commencé vraiment vers ses 15-16 ans à gratter, à commencer à s'intéresser à la production, etc. Et après l'aspect production, par contre, il a vraiment tout appris l'alchimiste, qui est son ami d'enfance au final, et c'est vraiment lui qui a été son grand mentor, son inspiration jusqu'à très tard, parce qu'il vient juste de se détacher un peu de l'alchimisme, mais avant c'était vraiment la personne qui lui donnait toute l'inspiration. Donc effectivement, Alchemist a donné toute l'inspiration à Evidence. Il y a même dans une interview où Evidence il a dit Raka c'est mon frère, Alchemist c'est mon meilleur ami. Donc il y a vraiment ce côté très familial qui va continuer à développer au fur et à mesure. Evidence, le fait qu'ils viennent de Venice Beach, dans ce qu'ils vont parler dans leur musique, ça va vraiment se détacher de ce que d'autres artistes vont dire. On va dire qu'ils vont être beaucoup plus proches d'un Los Angeles qui va aller à l'encontre des stéréotypes. Donc on a le Los Angeles, on a la grosse Cadillac, plein de pavillons, on est sur un grand boulevard avec les Crips, les Bloods. Lui, Evidence et Delighted People, surtout Evidence dans ses autres albums, ça va être un côté de Los Angeles complètement différent en fait, qu'ils vont dépeindre dans leur musique. Plus soft et au final c'est la vie de tous les jours. Exactement. Alors que effectivement quand tu es confronté à un quotidien qui est dur, qui est vraiment qui peut
te faire dire des choses vraiment difficiles. Eux, ils étaient absolument pas confrontés, donc ils en parlent pas. Ils s'approprient pas quelque chose qu'ils n'ont pas vécu. Voilà. Après, l'avantage, c'est que du coup, finalement, les musiques de Evidence sont plus parlées aux personnes. C'est beaucoup plus réel. C'est pas fictionnel. Il s'invente pas une vie. Et par contre, malheureusement, quand Evidence, il va être confronté à des événements très dramatique dans sa vie, parce qu'à plusieurs reprises malheureusement il a eu des pertes, on en parlera dans cette vidéo. Ce qu'il va dire dans ses musiques va plus résonner chez le public, quoi. Il va rentrer dans ce crew, donc Dilated People, qu'il va fonder avec Raka et DJ Babou. Donc DJ Babou, lui, il participe à des concours vers la fin des années 90. Et lui, il est surtout spécialisé dans le scratching, il fait des prods. Et Raka, du coup, il va accompagner Evidence en tant que MC. Parce que Raka, il fait que rapper, du coup, il fait pas de prod. Et Raka avait une qualité d'écriture qui était quand même de base en tout cas supérieure à celle d'Evidence et lui a donné beaucoup aussi de force et d'inspiration sur ce niveau-là. Donc ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'à l'époque on avait vraiment l'alchimie qui était parfaite entre les trois, parce qu'on avait deux beatmakers, deux MC. Exactement. Et quelqu'un spécialisé dans le scratch en plus pour donner un effet un peu plus boost au niveau des refrains, quoi. Ils vont sortir leur premier maxi donc en 97 et 98. Donc il y a Third Degree avec The Ferry et il y a Work the Angles en 98 avant de sortir leur premier album de Platform en 2000. Et là ils vont signer chez Capitol Records, donc label qui est très connu avec beaucoup d'artistes de variété, de rock, de pop. Et là ils vont faire un run sur ce même label avec 4 albums et un dernier album sur le label Rhymesayers qui est plus orienté underground. C'est ça. Ça après c'était vraiment une volonté d'Evidence de s'émanciper un peu de cette industrie-là et de faire passer notamment lui déjà ses albums solo chez Rhymesayers, qui est un label qui a été lancé par Slug et Atmosphere et sur lequel il jouissait d'une plus grosse liberté musicale. Et à côté de ça il s'est dit je vais également faire passer Dilated et on va faire aussi des albums aussi sur ce label. Exactement. Et si on parle maintenant du style de rap de Evidence, parce qu'en fait c'est clairement quand on écoute une musique de Dilated People, c'est ce qui va vraiment frapper à l'esprit, parce que autant Raka il va avoir une manière de rapper très boom bap, multisyllabique, on pourrait dire ce qu'on veut, autant Evidence il y a quelque chose de particulier. Toi comment tu décrirais du coup Je pense que c'est la personne qui porte le mieux son surnom. Mr. Slow Flow. Voilà, la particularité d'Evidence, c'est vraiment d'être lent. Il est vraiment lent. Long time no dreams, I put the blinders back on. Long time no cream. Happy get the paper like curls in the world band. Doors, revolvers, tours up to more offers. Il est très très lent quand il rappe, mais du coup ça le rend quelque part aussi totalement incisif en fait sur le beat, et ça lui permet de vraiment bien placer ses mots et de les placer au bon endroit. Et après c'est ce qui fait vraiment sa particularité, parce que je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs c'est ce qui fait aussi qu'il aurait beaucoup de mal à s'adapter à une musique par exemple trap qui est beaucoup plus rythmée et sur laquelle il faut être beaucoup plus rapide. Exactement. Donc après ça définit totalement son style dans l'ensemble, mais je pense que après c'est quand même quelque chose d'intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui sont comme lui, voire très peu, et lui au début ce qu'il pensait être un handicap, en fait d'être lent, il en a fait au final une force, il s'en est trouvé un surnom et il en a fait quelque part une touche et une sorte de marque de fabrique aussi. Là je vais refaire une comparaison avec un autre rappeur de la West Coast, mais quand en 2005 The Game sort The Documentary, juste avant en 2004 il était très connu pour être ce nouveau rappeur de la West Coast qui a une voix unique, et du coup sur The Documentary tout le monde l'a encensé pour cette voix qui était juste incroyable.
homemade sauce. Don't let Machiavelli fool you, homie, thuggin' and cost. Pour out a little liquor for the loved ones that we lost. Et après en fait The Game il a commencé du coup dans les autres albums à chercher un peu à imiter les rappeurs qui le mettent en feat avec lui. Donc si c'est Meek Mill, il va chercher à imiter Meek Mill. Il y a un morceau sur LAX où il a exactement la même voix que Nas. Et donc du coup, même maintenant s'il sort un nouvel album, The Game, et The Game c'est mon rappeur préféré, mais ça c'est un autre sujet, malheureusement je pense qu'il va être trop influencé par la hype qu'il y a autour de la trappe, etc. Alors que Evidence, lui en fait, il rappe doucement, lentement, et au travers de tous ses albums, il va entretenir en fait cet aspect. Et donc du coup, voilà, Dilated People sort les albums, et là, The Weatherman sort en 2007. Toi, comment est-ce que tu as perçu ce premier projet de Evidence en solo? Moi déjà de base, je suis un énorme fan d'Alchemist. Donc là j'étais très content puisque pour moi l'album a vraiment la touche Alchemist. En tout cas au niveau des productions, on sent vraiment que c'est guidé et bien cadré par Alchemist derrière. Et je trouve que justement cet univers musical d'Alchemist, donc qui est parfois plus sombre que ce qu'on pouvait trouver chez les Dilated, correspond très bien au flow d'Evidence en fait. Et je pense que il y a vraiment une alchimie entre les deux qui sont qui se dégage. Et c'est ce qui fait que pour le coup l'album a aussi bien marché, je pense, parce que quelque part on avait des samples assez sombres, d'autres fois on avait des samples aussi très chauds, très soul, avec des batteries qui cognent énormément. Exactement. Donc en fait on se retrouvait avec que des morceaux où on hoche énormément la tête, et en fait plus les morceaux passent, plus l'album s'enchaîne vraiment très bien, c'est très fluide, c'est bien construit, etc. L'atmosphère est vraiment, on ressent que c'est pluvieux, c'est sombre. Et je pense que l'album est pour moi de bout en bout vraiment une grosse réussite. Il est vraiment très très bon. Effectivement, mais moi aussi pareil, hein, quand il sort, la hype était totale et vraiment pas déçu. Hein. Enfin, au niveau des producteurs, on a Alchemist comme tu avais dit, il y a DJ Babou Kiri, il y a DJ Khalil aussi qui était déjà très occupé avec d'autres artistes de la scène West Coast. Il y avait DJ Premier ou pas sur... Ah non, il n'était pas sur... Non, il n'était pas sur Weatherman, pas encore, mais après il va collaborer sur les autres projets. Il a pas mal collaboré d'ailleurs, c'est même jusque sur le dernier album, sur Weatherman, où il y a une prod qui est assez originale d'ailleurs, par rapport à ce qu'il fait. C'est 10,000 Hours. Exactement, en tout cas dans le sample, elle est assez originale par rapport à ce que Primo a l'habitude de proposer. Donc j'étais assez content de le voir aussi sortir un peu de sa zone de confort et proposer quelque chose de différent. En tout cas, ils ont été amenés à pas mal collaborer ensemble. Parce qu'après, finalement, en fait, tous les points communs, ce qui est bien, c'est qu'en fait, Evidence, d'album en album, il réussit à respecter sa ligne artistique en termes de choix de prod. Typiquement, un beatmaker comme DJ Premier, il colle parfaitement à Evidence en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'il est toujours, il se positionne toujours, même s'il utilise d'autres beatmakers, alors qu'il sait très bien le faire, en fait il pourrait tout faire tout seul. S'il invite d'autres beatmakers, je pense qu'il y a quand même toujours une ligne directrice dans l'album, puisqu'Evidence a toujours fait très attention à ça, en tout cas c'est de faire des albums très cohérents. C'est d'essayer de construire des choses qui sont vraiment de A à Z, qui ont un sens et qui ont un fil directeur. C'est d'ailleurs pour ça que même la météo et la pluie, plus généralement, est le fil conducteur des trois albums solo qu'il a pu faire. Exactement. Donc du coup, The Weatherman LP qui sort en 2007 va ouvrir une nouvelle période de Evidence où là il est en solo. Il se crée ce nouveau personnage de Weatherman, un super-héros qui vit dans Los Angeles, dans le côté vraiment sombre, dark. Et à la suite de The Weatherman, il va sortir un EP, The Layover, où là il va prendre comme thème en gros tout ce qui est les voyages, parce qu'il va commencer à faire pas mal de tournées à l'international, et dans cet album notamment il va clipper pas mal de sons qui vont se passer dans l'aéroport LAX. À la suite de cet album, il va sortir son deuxième album studio qui s'appelle Cats and Dogs. Donc Cats and Dogs, il a dit dans une interview, typiquement c'est un peu une expression, c'est comme il pleut des cordes, chez eux c'est il pleut des chats et des chiens quoi. Pour cet album là, il va reprendre un peu la même formule que dans The Weatherman, avec cette fois-ci des feats de prestige. C'est ça, en fait il a poussé vraiment le truc plus loin en disant voilà, je vais aller prendre des grosses pointures, je vais aller prendre Drake One, etc. Enfin des gros rappeurs. Et derrière, c'est d'ailleurs considéré pour la plupart comme le meilleur projet d'Evidence, parce qu'il y a vraiment des gros morceaux dessus. Enfin, on pense à Red Carpet, etc. Avec Raccoon et Raskas. C'est vraiment des sons qui sont marquants, qui sont encore aujourd'hui écoutés, encore aujourd'hui diffusés dans le DJ set. Enfin, c'est des
gros tubes. Il y a aussi du coup la première fois où on a une prod de DJ Premier avec You, The Alchemist qui revient, qui est toujours sur l'album, Raka, donc toujours la même équipe, DJ Babou qui est là aussi. Et cet album, moi je le découvre un peu après, moi je le découvre pas à la sortie, mais très clairement c'est la continuité de The Weatherman. Là on a hâte d'entendre ce qui va sortir par la suite, parce qu'il commence petit à petit à axer ce personnage qu'il a mis en place dans son premier album. Il y a aussi un morceau avec Prodigy. Ouais. Donc Fame qui sort quelques années avant la disparition de Prodigy. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Prodigy, donc de Mobb Deep, c'est un rappeur qui était très proche de Alchemist, et notamment dans First Infantry où on a Prodigy et Havoc qui sont omniprésents dans tout le projet. Même pour revenir sur le message en fait de cet album, Cats and Dog devient intéressant parce qu'Evidence commence à beaucoup plus se livrer personnellement, à délivrer des textes où lui-même disait aujourd'hui qu'il était incapable de réécouter les chansons encore pour l'instant. Où vraiment il va parler de choses très personnelles, sur sa mère, sur son enfant, des choses comme ça, et il commence vraiment à se livrer, puisqu'en fait il est plus enfermé dans le groupe de Dilated où là, comme il expliquait, c'était très cadré, c'est-à-dire qu'on faisait des morceaux pour faire des tubes. Ouais. Et pour passer en concert, en festival, etc. Donc lui, il fallait que sa voix soit comme ça, que le refrain soit à tel moment, que les choses soient comme ça. Et tout ça, quand il s'est dit je vais partir en solo, au moins je vais maintenant pouvoir faire la musique que je veux faire. Exactement. Et je vais pouvoir faire passer le message que je veux, donc je vais pouvoir être aussi plus personnel dans mes textes. Et c'est ce qui commence un peu à se faire ressentir sur ce projet-là. Et c'est ce qui se confirme totalement sur le troisième, sur Weatherman. Donc là, c'est vraiment un projet très personnel. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur The Weatherman, il clôt l'album avec un morceau qui s'appelle I Still Love You, où il fait un hommage à sa mère qui est décédée en 2004. Et à la base, Evidence, quand ils ont fait l'album 2020, lui il fallait ce morceau où il parle du décès de sa mère. Et ce qu'il voyait, c'est que c'était pas du tout cohérent par rapport à l'album, où là c'était le retour de Dilated Peoples, ils avaient déjà des sujets de prédilection. Et puis il y a ce morceau qui arrive, qui parle de sa mère, donc du coup il a dit je vais en livrer dans des projets solo. Et ensuite du coup dans Cats and Dog, comme tu dis, il va vraiment commencer à se livrer. Et là il y a quelques années qui séparent, plusieurs années même, parce que Cats and Dog sort en 2011. Et après le dernier Weatherman 2018 du coup. Donc, presque 10 ans. Il se passe beaucoup de temps. Et entre 2011 et 2018, on sait que c'est l'avènement. Là on parlait de Kendrick Lamar tout à l'heure, il y a les J. Cole. Les Drake. Il y a les Young Thug. Il y a les Travis Scott. Dans la scène mainstream, ça commence vraiment à se démocratiser le rap dans une nouvelle forme. Et Evidence, il est quand même attendu au tournant. Ouais, notamment en plus je trouve que il y a un parallèle intéressant à faire avec toute cette nouvelle vague de stars en fait qui sont montantes un peu au niveau de la trappe, qui sont ultra popularisées, qui commencent à gagner beaucoup d'argent, etc. Lui, Evidence, il sortait d'une période Dilated où ça marchait bien, puisqu'il y a des albums où ils ont fait 140 000 exemplaires découlés, ça démarrait bien au Billboard, etc. Et donc au final il y avait tout qui les prédestinait à être un groupe vraiment solide et mis en avant dans les médias, et lui il a un peu fait le chemin inverse quand il est parti en solo. Il est reparti dans sa zone de confort qu'il avait au début dans l'underground. Donc en fait il n'a pas choisi d'être ultra médiatisé ou de viser les nouvelles tendances ou des choses comme ça. Lui ce qui l'intéressait le plus c'était la musique, garder son message, rester authentique, ce qui fera au final sa force dans toute sa carrière, et de repartir en fait vers les bases qu'il avait connues avant. Et sachant que cet état d'esprit-là, aux États-Unis, c'est très très spécifique. C'est pour ça que le mot underground prend vraiment son sens dans ce pays, dans le sens où aux États-Unis, on est énormément sur le succès, sur l'argent, sur le capitalisme. Et quand un artiste sort d'un environnement, par exemple, quand il sort d'un ghetto, théoriquement, l'objectif c'est qu'il soit millionnaire. Et quand on a des artistes comme ça qui prennent le choix au moment où ils commençaient à monter avec This Way produit par Kanye West, il avait aussi coproduit le morceau Last Call, College Dropout, qui lui a valu un Grammy en production, donc déjà aussi c'est niveau crédibilité derrière dans le production game, c'est pas mal. Il a un CV de dingue. Il a un CV vraiment ouf. Et donc au final il aurait pu continuer même à se faire un nom et toute sa carrière sur simplement la production, la produire pour des grosses pointures, et c'est lui qui a vraiment fait le choix de ne pas prendre
le chemin argent, mais de prendre le chemin musique. Exactement, le chemin musique. Et on le voit par exemple, vu qu'il est beatmaker, en fait son studio c'est chez lui, voilà, dans son petit salon, il a son piano, il a de quoi faire des drums, des beats. Et il sort toute cette série d'albums mixtape où il n'y a que des instruments. Ouais. Et du coup il y a vraiment ce côté, voilà, je vous fais des instrus, je vous les mets en streaming et posez dessus, et c'est hip-hop, on va faire des rimes, on va continuer à performer sur notre flow, on va faire des scènes. Et quand il fait des scènes, Evidence, quand c'est aux États-Unis, aux États-Unis ça va quand même, à Los Angeles il est bien connu dans le milieu underground, mais à Paris alors il était parti dans quelle salle à Paris quand elle Bellevilloise. La Bellevilloise. Il fait plutôt ce genre de scène généralement. Ouais. Donc des scènes où il peut avoir une proximité avec le public. C'est ça, parce qu'après je pense qu'il va pas faire le Bercy, mais ce serait peut-être un peu compliqué à remplir pour lui. Un peu compliqué, ouais. Du coup, c'est ça l'avantage, c'est cette proximité. Et donc, Whether or Not sort en 2018. Et toi, tu as eu l'occasion de l'interviewer. C'est ça. Quelques mois avant la sortie de l'album, on va dire 6-7 mois avant la sortie de son album. Donc, c'est une histoire assez marrante parce que c'était mon tout première interview. Tu commences l'interview, tu commences par Evidence. Donc, c'était une toute première interview que je faisais. On est face à lui, on commence à discuter, etc. Et là où il s'est passé, on fait un peu un coup de rétro dans sa carrière, forcément, puisque voilà, beaucoup d'années sont passées, on attendait son retour et tout. Et lui, ça faisait déjà 1 an et demi qu'il avait arrêté les interviews, donc il faisait plus rien du tout. Et donc là, on commence à un petit peu évoquer sa situation, comment va être ton nouvel album, est-ce que tu peux nous donner quelques infos, etc. Et donc là il commence à se confier et à me dire de ne pas le mettre dans l'interview, mais de me dire écoutez, voilà, si j'ai fait une pause aussi longue avant de faire mon album, c'est parce que ma femme est gravement malade. Et donc il a commencé à se confier, à me dire que voilà, sa femme elle était atteinte d'un cancer du sein et que lui aujourd'hui sa priorité c'était ça, c'était de la guérir. Et malheureusement elle est décédée quelques mois après. Là ça va faire 1 an qu'elle est décédée, ça faisait 1 an qu'elle est décédée il y a parce qu'elle avait le cancer du sein. Ouais. Et du coup c'était en plus un interview, c'était déjà mon premier, et en plus c'était quelque chose, je pense le moment le plus fort que j'ai pu vivre avec un artiste jusqu'ici. À côté de ça, on avait eu un petit teasing de son album, et là où il y a eu quelque chose aussi de très intéressant, c'est qu'il a sorti son téléphone. Il a dit regardez, je sais que l'album va être bon. Il nous a montré des textos avec Alchemist, où Alchemist en fait valide exactement en lui disant t'as tout tué sur l'album et tout, je suis fier de toi. Il a dit voilà, ça vaut. Il nous a dit mot pour mot, ça vaut toutes les critiques du monde, c'est le seul avis qui compte pour moi. Pour lui, une fois qu'il a été adoubé par Alchemist, il savait que son projet allait être réussi, il savait que c'était le moment de le sortir et de le sortir comme il était. Finalement, Whether or Not, c'est comme la combinaison parfaite de Weatherman et Cats and Dogs. On le voit dans la pochette de l'album, où c'est une photo prise, je pense, ça doit être aux environs de Venice Beach. Ouais, ça a été pris d'ailleurs par son ami qui est Stéphane Vanasco. C'est celui qui fait les clips avec lui. Ouais, c'est ça, c'est un photographe en fait de LA qui aime bien toutes les scènes de ville, noir et blanc, etc. Et donc c'est lui qui dirige le clip Sway All Away, produit par Alchemist d'ailleurs, qui est totalement noir et blanc aussi. Et c'est lui qui s'est chargé de faire la cover du coup de l'album, qui est totalement dans le même style au final. Et après, là au niveau des producteurs, donc The Alchemist forcément revient, on a Nuts aussi. Qui fait le banger de l'album. Ouais, qui fait Jim Dean, qui est juste qui est incroyable. Et on a DJ Premier, tu vois, du coup, qui fait 10,000 Hours. Et puis après, au niveau des featuring, là, on a Crandon de Strong Arm Steady qui revient. Defari toujours. On a également Raka de Delighted People. Et on a un gros morceau, Love is a Funny Thing, avec Rhapsody et Styles P. Donc Styles P qui était en featuring sur la collaboration avec Alchemist. On n'en a pas parlé parce que c'est pas dans la lignée de sa trilogie. Ils avaient sorti l'album avec le groupe Step Brothers. Voilà, Lord Steppington, où il y avait un morceau avec Styles P. Donc du coup Rhapsody qui est aussi sur cet album, et Evidence qui supporte vraiment Rhapsody, qui dit que c'est un espoir du hip-hop. Et toi, tu as eu l'occasion de voir aussi Rhapsody en concert. Ouais, exactement. Ouais. Pareil, beaucoup d'énergie, proximité avec le public, quelqu'un qui est vraiment dédié au final à cette musique et qui donne tout. Et au final, je pense que ça plaira pour elle. Donc toute l'authenticité de cet album, Whether or Not. Entre ces 3 albums, quel est ton album préféré d'Evidence entre ces 3 ? Je pense que je dirais Cats and Dogs, où là j'ai pris vraiment le plus de claques au niveau des productions. Où vraiment, pour moi, c'était
c'était là où c'était plus marquant. Et après au niveau écriture, au niveau de ce que Evidence pouvait raconter dans les textes et tout, c'est vraiment Whether or Not où j'ai été profondément marqué par les textes, notamment parce que déjà j'avais échangé avec lui, donc je savais un peu ce qui se passait de son côté, et surtout qu'il en parle dans un morceau où il raconte à la fin que c'est grâce à Enzo, son fils, du coup, que sa mère a été à même de détecter sa maladie. Quand elle lui donnait le sang. Exactement, et en plus il clôt vraiment l'album sur une intervention de son fils en se disant maintenant aujourd'hui, s'il devait arriver quelque chose à ta mère et qu'elle s'en remettait pas, la seule chose qui me reste c'est mon fils. Ouais, c'est vraiment beau en fait. Sur ce morceau By My Side 2, c'est très court, où en fait c'est Evidence, du coup c'est comme s'il parlait en fait. Il parle, il rappe et ça va directement au niveau des lyrics, c'est pas quelque chose de ultra recherché en termes de paroles, mais c'est authentique. Ça touche, ça touche et énormément de personnes ont été touchées par ce morceau. Moi de mon côté aussi, du coup je dirais The Weatherman LP, il y a vraiment la hype que j'avais avant la sortie de l'album et j'étais pas du tout déçu quand il était sorti. Whether or Not, ça fait 1 an et je continue encore à me réécouter, j'ai l'impression de continuer à découvrir des choses. Donc moi du coup de mon côté je dirais que Whether or Not aussi pour moi. Parce que je sais que si je le réécoute demain, après-demain, je continue. Pour l'émission, je l'ai réécouté et je découvre encore des nouvelles choses. Au moment, il prend pas de ride. Ouais, franchement, il prend pas de ride et très très bon album. Et du coup, toi qui as eu l'occasion de voir Evidence sur scène, parce que lui, l'avantage d'être un artiste underground et qui paradoxalement a fait des chansons avec Kanye West avant, c'est qu'il y a cette proximité qui lui permet en fait d'échanger avec le public, de bien performer. Comment parce que tu l'as vu combien de fois en concert? Alors 2 fois. 2 fois? Ouais, je l'ai vu 2 fois et les 2 fois c'était toujours très très bon parce qu'il y a une grosse énergie avec le public. Généralement il fait 1h30 où il est à fond, il n'y a pas de pause et il a la particularité de ramener aussi à chaque fois quasiment Raka et Babou. Ça fait toujours ce petit effet. Ça fait Delighted People. Exactement, il y a toujours le clin d'œil en fait parce qu'il n'oublie pas d'où il vient et ce qu'il a construit et même par rapport à sa musique qu'il est maintenant, il cale toujours dans son set 2-3 hits des Dialectiques, donc ça fait toujours plaisir. Ça ambiance souvent d'ailleurs le public. Et il a aussi sa particularité où maintenant il peut pas tout le temps emmener son fils en tournée, surtout qu'on les voit en Europe, mais il arrive toujours sur scène avec la figurine de Dragon Ball d'Enzo et il la pose à côté du DJ et après il se met à rapper. C'est dingue, c'est dingue, parce que du coup son fils il a quoi, 3-4 ans? Là maintenant Enzo, il est vraiment tout jeune. Evidence qui est d'origine italienne et d'ailleurs du coup il disait dans une interview que ses parents, parce que lui son prénom c'est Michael et qu'apparemment ses parents avaient choisi Michael par rapport à Michael Corleone. Du coup j'avais découvert ça en faisant la vidéo, toutes les petites anecdotes, parce que l'avantage aussi c'est qu'Evidence il se livre vraiment sur sa vie de tous les jours en fait. C'est ça. Il y avait une interview où il était parti pour un festival, c'était en Suisse et du coup il y a le journaliste suisse qui lui demandait qu'est-ce que tu apprécies en Suisse, chez les Suisses. On pose souvent cette question aux artistes et lui qu'est-ce qu'il répond? Il va pas te dire genre les gens sont sympas, les monuments, il dit the weed is good here. C'est direct, le mec il est cash et c'est ça qui est vraiment cool avec Evidence. En tout cas en concert, c'est vraiment l'artiste à aller voir si on veut voir un bon concert underground où on va en prendre plein la tête pendant 1h30 et on va faire que sauter, que chanter et on va passer vraiment un bon moment avec l'artiste. On sent qu'il est vraiment connecté à la foule. Là typiquement au niveau des journalistes français, on a ce regard de Evidence, donc ça fait plusieurs années qu'on suit, qu'on chronique ses albums. Mais ce qu'il faut savoir c'est que même aux États-Unis, il est invité dans des stations de radio, donc par exemple sur Sway in the Morning, sur Shady 45, et Sway quand il interviewe Evidence, il y a vraiment, tu sens toute la sincérité qu'il y a derrière Sway dans la démarche de Evidence, d'authenticité, d'humilité, et toujours garder cette même ligne directrice, même si on commence vraiment à lui forcer la main pour prendre des risques. Et il a dit dans un podcast sur l'émission Microphone Check que vous pouvez trouver sur Spotify, où il a annoncé que pour son prochain projet, il va vraiment choisir il va prendre des risques. Il va essayer de sortir un peu de sa zone de confort, là surtout qu'il a vraiment refermé sa trilogie, donc il peut vraiment entamer quelque chose de zéro et faire en fait un truc totalement inattendu.
peux donner un top 5, ça c'est le meilleur album de telle ou telle période, mais j'ai toujours l'impression que pour placer un album underground entre un Illmatic ou un Reasonable Doubt, c'est beaucoup plus compliqué. Peut-être que les albums underground marquent moins par le fait qu'il n'y ait pas de single, qu'il n'y ait pas de gros hit, qu'il n'y ait pas de controverse autour d'un album. Toi, quel est ton regard quand tu t'écoutes un album underground d'un artiste? C'est vrai que souvent quand je vais l'écouter, je vais soit vraiment l'apprécier, dans ce cas-là je vais le faire tourner parce que si c'est très underground et pas très connu, j'ai envie que mes potes forcément l'écoutent. Donc je vais pas mal le faire tourner, etc. Mais je vais pas forcément. En fait, c'est pareil, c'est une scène qui est tellement large aux États-Unis avec énormément d'artistes qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sortent, même si elles sortent sous le manteau ou sur les plateformes un peu moins fréquentées ou des choses comme ça. Au final, je pense que certains albums sont aussi vite oubliés et d'autres, dans la communauté underground, d'autres sont vraiment considérés comme des classiques et ont le rang d'un Illmatic, mais à leur échelle. Type certains albums de Rock Marciano sont considérés comme des classiques intouchables, mais à une certaine échelle aussi des gens qui connaissent. Parce que tout le monde ne connaît pas et tout le monde n'écoute pas Rock Marciano, mais pour les connaisseurs, c'est vraiment un truc. C'est un bijou. Voilà, c'est un bijou. Au même titre que Illmatic peut être un bijou pour les écouteurs lambda qui écoutent moins la scène underground. Exactement, et là maintenant, du coup, pour parler d'Evidence, si tu avais par exemple, voilà, on va dire, là j'improvise, mais si tu pouvais donner 5 featuring, pas forcément 5, on va dire 3 artistes mainstream avec qui Evidence, si ça se trouve, quand ils te parlent, te dirait je peux pas collaborer avec eux. Parce que finalement, il y a ce côté Evidence, il va dire non, moi je collabore que avec Defari, Planet Asia, à la limite Vince Staples, tu vois. Mais je me vois pas collaborer avec Juice WRLD. Enfin, ça c'est vraiment les extrêmes, tu vois. Mais si tu devais conseiller par exemple 3 artistes, si Evidence te dit non, mais que toi derrière tu te dis non, avec cet artiste t'arriverais quand même à faire quelque chose de bien. C'est pas facile. C'est pas facile comme question, mais c'est une très bonne question. Ouais, c'est pas facile comme question. Je sais pas pourquoi je le verrais bien avec un 2 Chainz. 2 Chainz et. Ouais. Et surtout sur une prod avec un sample bien recherché ou des trucs comme ça, comme on peut voir sur le dernier album là, que 2 Chainz a sorti, qui est vraiment très bon au final. Je le verrais bien avec un. Après, c'est pas mainstream, mais pour moi, j'aimerais énormément un album collab entre Evidence et John Wayne. When I can steal it, I'm just an aphid in the crib speaking major. Lip service paid for. Show the whole city what this Winiac is great for. Je trouve que John Wayne a un son aussi très poussiéreux qui correspondrait bien en fait à Evidence. Et après, mais un artiste, si je prends dans le haut des charts, imagine un Tyga. Ouais, genre pour rester dans la West Coast. Pour moi c'est trop. Tu vois, il y a un décalage en fait. Il y a un écart qui est tellement grand que ce serait impossible, mais est-ce que ça donnerait une collaboration folle, pourquoi pas. Voilà, je pense qu'on a dit pas mal de choses sur Evidence, un rappeur qu'on respecte énormément, que le public français a toujours cœur d'aller voir pour performer. On attend toujours un énième album de Dilated Peoples, un énième instru de Evidence qu'il peut produire pour un nouvel artiste de la nouvelle génération. Et surtout un rappeur qui a clashé Eminem. C'est vrai. En ayant une carrière derrière. Voilà, exactement. Ça, faut le faire quand même. Ça, c'est compliqué. Parce que derrière, les Everlast, les Jawoul, c'était beaucoup plus compliqué. Il y en a plein qui ont souffert de MJK récemment. Ouais. MJK récemment, ça a été compliqué pour lui derrière le son, même si sa réponse reste honorable. Mais Evidence a su prendre le micro et répondre à Eminem sans avoir peur au final. Et c'est considéré aujourd'hui comme le meilleur 10 envers Eminem. Donc voilà, merci encore pour cette émission. Donc je vous invite à aller sur The Backpackers pour toute l'actualité hip-hop et du coup sur ma chaîne pour des contenus hip-hop, cinéma et bientôt les États-Unis. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur Evidence, votre album préféré d'Evidence, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!